Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes et comme chaque dimanche, nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Plus de 200 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès à des moyens de contraception. Cette question a été abordé mardi au sommet sur la planification familiale à Londres. Les bailleurs de fonds espéraient récolter des centaines de millions de dollars, mais des inquiétudes persistent après la signature par le président américain d'un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Léonie Draugo. Ce feuilleton populaire sur les jeunes et les relations amoureuses est l'une des grandes réussites du financement américain pour la lutte contre le VIH-Sida. Mais si le scénario change et aborde les thèmes de la santé reproductive ou de l'avortement, eh bien, les producteurs vont devoir chercher leur argent ailleurs. Car ils doivent se conformer à des règles rigoureuses et ces règles viennent d'être renforcées. D'un trait de stylo, le président américain Donald Trump a réintroduit d'anciens codes, s'assurant que l'argent américain ne soit pas distribué aux services d'avortement. Certains médecins craignent que tous les services de santé soient menacés. Je ne vois pas comment des gens peuvent s'asseoir à Washington et penser qu'ils peuvent m'influencer. Cela limite mon droit à donner des informations à mes patients, informations auxquelles ils ont droit, pour leur permettre de faire des choix conscients. Donc cela influence la relation médecin-patient de manière très négative. Zandile est une jeune entrepreneur qui doit sa survie en partie au financement américain de la lutte contre le VIH. Mais l'argent qui la garde en bonne santé est assorti de certaines conditions. Il ne peut être lié d'aucune façon à l'avortement. Le problème, c'est que les soins de santé modernes se complètent, que ce soit la vaccination des enfants ou la santé sexuelle. Les activistes avertissent que tous ces services pourraient être affectés par cette règle, simplement parce qu'ils se trouvent dans le même bâtiment. Malgré l'existence d'une loi, en Afrique du Sud, plus de la moitié des avortements sont encore faits de façon illégale en raison de la stigmatisation. Et la situation pourrait s'empirer. Aujourd'hui, les médecins sont confrontés à un choix difficile. Utiliser les fonds américains pour lutter contre des maladies telles que le VIH, mais garder le silence sur l'avortement, ou alors tourner le dos aux plus grands donateurs au monde, c'est un équilibre délicat. Abdoulaye Wade est de retour au Sénégal à 91 ans. L'ancien président est revenu participer aux législatives du 30 juillet. À son arrivée, Abdoulaye Wade a sillonné Dakar pour saluer ses sympathisants, notamment ceux qui l'attendaient au siège de sa formation, le Parti démocratique sénégalais à Roi-Barkala. Eh bien, c'est dès demain que Abdoulaye Wade partira à la conquête de 3 villes principales, Tir, Tivaouane et Touba. 3 villes où les chefs religieux y sont extrêmement influents. Il s'agira aujourd'hui, en tout cas pour le président, de préparer la campagne, puisqu'aujourd'hui il se trouve au siège de son parti en train de préparer la tournée dans le pays. En tout cas, quelle est la réaction à l'accueil très chaleureux qu'a eu le président Abdoulaye Wade hier à l'aéroport? Eh bien, la coalition qui est soutenue par le président Macky Sall ne se dit pas tellement étonnée, puisqu'il s'agit d'un accueil, je cite, digne d'un président qui a régné effectivement pendant 12 ans dans le pays, de 2000 à 2012. Et qu'est-ce qu'il en est pour la presse? Eh bien, la presse rapporte surtout le fait que le président, à l'instar du quotidien Réumi, que le président a 91 ans et que sa condition physique ne va peut-être pas lui permettre de battre campagne jusqu'au scrutin, à la fin du mois. Il s'agit également pour la presse de rapporter les propos dits provocateurs d'Abdoulaye Wade envers Macky Sall. Il a effectivement invité le président actuel à, je cite, plier bagages, lui et sa famille, avant de se payer une défaite cuisante. Les forces de sécurité rwandaises accusées d'exécution extrajudiciaire par Human Rights Watch et les auraient, selon l'ONG américaine, exécuté au moins 37 petits délinquants sans les poursuivre en justice entre juillet 2016 et mars 2017 dans l'ouest du pays. Les détails, Ida Sawyer de Human Rights Watch.
Donc, il semble que ces exécutions sommaires et les cas de disparition forcée des gens accusés des petits crimes au Rwanda, il semble que ça fait partie d'une stratégie du gouvernement de faire répandre la peur et forcer les gens à respecter les ordres des autorités du gouvernement. Nous avons parlé avec plus de 40 personnes qui ont participé dans des réunions publiques communautaires avec des autorités locales, militaires et aussi des autorités civiles qui ont dit aux résidents que tous voleurs seront tués. Nous avons parlé avec 119 personnes, des témoins, des membres des familles des victimes, d'autres proches des personnes qui ont été tuées et des témoins qui ont vu ce qui s'est passé. Et nous avons donc bien documenté tous ces cas. On a partagé les résultats de notre recherche avec les autorités rwandaises à Kigali, y compris le ministre de la Justice, mais jusque-là, on n'a pas reçu une réponse officielle de leur part. Ida Sawyer de Human Rights Watch. Ajoutons que le ministre rwandais de la Justice, Johnson Busingye, a qualifié le rapport de clairement mensonger, ajoutant que Human Rights Watch a été trompé. Et le reste de l'actualité en bref et en images. 38 nouveaux charniers viennent d'être découverts par les Nations Unies en République démocratique du Congo, ce qui ramène à 80 au total le nombre de fosses communes, pour la plupart retrouvées au Kasaï. Je rappelle que plus de 3000 personnes ont été tuées dans cette région et millions ont été déplacés de leur foyer depuis le début des combats en août 2016 après l'assassinat de Kamina Sapou. Mamadou Buhari se porte mieux et rentrera bientôt au Nigeria. Déclaration du vice-président Yemi Osibanjo. Ce dernier s'est entretenu mardi soir à Londres avec le chef de l'État, soigné dans la capitale britannique depuis le 7 mai. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont discuté d'un large éventail de questions. Au Malawi, la reine de la pop Madonna a inauguré un centre pédiatrique. L'établissement a été financé par son association Raising Malawi, fondée en 2016, l'année de l'adoption de son fils malawite David Banda, âgé aujourd'hui de 11 ans. Le président américain Donald Trump a assisté au traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, un défilé qui commémore le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Et dans son discours, le président français Emmanuel Macron a rappelé le sens de la fête nationale, qui a désormais pour particularité d'être aussi le jour anniversaire d'un attentat qui a endeuillé la France sur la célèbre promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Alors, Donald Trump s'offre ainsi un répit à Paris, loin de l'atmosphère plombée dans son pays où son fils aîné serait à son tour embourbé dans l'affaire de l'ingérence russe lors de la présidentielle. Il aurait rencontré pendant la campagne électorale une avocate russe qui lui permettait des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Les détails, Emmanuel Coste. Un publicitaire britannique flamboyant, un avocat russe avec des liens supposés avec le Kremlin et le fils aîné du président américain. Selon la presse américaine, ce sont les protagonistes du plan russe pour faciliter la campagne électorale de Donald Trump en 2016. Rob Goldstone est un ancien journaliste de la presse à scandale et un promoteur de musique qui représente aussi la pop star russe Emin Agalarov, un chanteur bien connu de la famille Trump. Son père, en effet, a rapporté en Russie en 2013 la franchise de Miss Univers qui appartenait à Donald Trump. Selon Rob Goldstone, c'est Agalarov qui lui aurait demandé d'arranger une rencontre entre Donald Trump Jr. et l'avocat russe. Le fils de Trump avait tweeté qu'on lui avait offert des informations sur Hillary Clinton lors de cette rencontre et qu'il serait la première personne dans une campagne présidentielle à recevoir des informations sur un rival. Mais le New York Times révèle aujourd'hui qu'il était au courant que le gouvernement russe était en fait la véritable source de cette information. Avec des commissions d'enquête du Congrès et un procureur spécial sur le point d'enquêter sur une possible fusion entre l'équipe de Trump et celle des Russes, les avocats de Trump Jr. considèrent ces nouvelles révélations comme beaucoup de bruit pour rien.
Pour les supporters du président, c'est une preuve de plus que les médias américains sont obsédés par la Russie et tentent en permanence d'ébranler son autorité. Pendant ce temps-là, la visite en Angleterre de Donald Trump, qui tente de se faire reconnaître sur la scène internationale, a été retardée jusqu'à l'an prochain. On craint en effet qu'une visite date ne soit trop dérangeante. La Turquie a commémoré cette semaine la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 pour renverser Recep Tayyip Erdogan. La riposte de ce dernier a depuis lors bouleversé la situation politique, sociale et diplomatique du pays. Et dans une interview exclusive à la BBC, Recep Tayyip Erdogan a rejeté entre autres les critiques concernant son bilan sur la liberté de la presse. Melia Morawari. C'était il y a un an. La Turquie tombait presque sous les chars. Une tentative de coup d'État manquée. Les Turcs ont résisté face aux soldats putschistes, répondant à l'appel de leur président. Après ce putsch manqué, Recep Tayyip Erdogan a émergé encore plus fort. Et puis, il y a eu la purge. 50 000 personnes ont été arrêtées, 150 000 licenciés ou suspendus, accusés de liens avec les responsables du coup d'État. Et à ce jour, au moins 150 journalistes sont en prison. Dans une interview avec Art Talk, un programme de la BBC, le président Erdogan a balayé les critiques et nié que la liberté de la presse était menacée. Et ceux qui sont en prison n'ont pas le titre de journaliste. Certains d'entre eux ont collaboré avec des organisations terroristes, d'autres sont en prison pour possession d'une arme à feu. Ces dernières années, les relations entre l'Europe et la Turquie se sont envenimées. Ankara n'a pas apprécié que l'Occident critique la purge. Le président Erdogan a traité les dirigeants allemands et néerlandais de nazis. Il a déclaré que le rêve turc d'adhérer à l'Union européenne n'était pas absolu. La majorité des gens ne veulent plus de l'Union européenne. Ils ne pensent pas que l'approche de l'Europe à l'égard de la Turquie est sincère. En dépit de tout cela, nous continuerons d'être sincères avec Bruxelles pendant encore un peu de temps. Erdogan pugnace, saluant ses partisans. Pour ses critiques, c'est une preuve de la décadence démocratique de la Turquie. Il a réorienté le pays, moins ancré à l'ouest, mais aussi plus polarisé. En Inde, Eshan Hilal est l'un des rares danseurs du ventre dans le pays. Et pour pratiquer librement sa passion, ce jeune homme a dû défier sa famille et briser même la notion des stéréotypes sexistes dans la société. Regardez. La danse du ventre ressemble à n'importe quelle forme de danse classique indienne. Quand il s'agit d'un rôle de genre, d'individualité, lorsque les gens vous disent que vous n'êtes pas complètement un homme quand vous pratiquez cette danse, je rejette ce jugement. Je ne suis pas en bon terme avec mon père et même avec mes frères et sœurs parce qu'ils ont honte de moi et j'ai toujours entendu un mot tout au long de mon enfance: pourquoi veux-tu être une fille? J'aime la danse, mais cela ne signifie pas que je suis une fille. Pourquoi ne regarder que le ventre dans cette danse au lieu de regarder son côté gracieux? Je sens que j'existe grâce à la danse. Si vous n'arrivez pas à apprécier une chose, ne la dévalorisez pas. Et pour terminer ce journal, voici une histoire qui va sans doute vous donner des idées. Alors, dans un monde de stress avec ces frustrations du quotidien, rien de mieux que de se défouler. Eh bien, une entreprise de déménagement associée à une sophrologue ont eu l'idée d'organiser des ateliers défouloirs à Rennes, en France. À la fois ludiques et thérapeutiques, et les gens peuvent briser la vaisselle ou fracasser un frigo, le tout sous le contrôle des organisateurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur DTV au Sénégal. Où que vous soyez, bonne soirée, bon dimanche.